Comment briser le cercle vicieux de l'échec permanent? Vous avez l'impression de collectionner les échecs? Que chaque projet, chaque effort, se termine en une nouvelle déception, vous aspirant un peu plus dans cette spirale sans fin. Chaque revers au boulot semble donner raison à cette petite voix dans votre tête qui murmure « T'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras jamais ». On se sent piégé, lessivé, et cette pression constante du travail vient taper pile là où ça fait mal, en plein dans nos doutes et nos blocages personnels. Et si je vous disais que le vrai problème, ce n'est pas l'échec en lui-même? Et si la solution n'était pas d'éviter de tomber, mais de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Le vrai souci, c'est cette réaction chimique, presque explosive, entre la pression du monde extérieur et vos blessures intérieures. Ce mélange crée un cocktail dévastateur de honte, de culpabilité et de peur. Non seulement il vous paralyse, mais en plus, il programme votre prochain échec. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, une prophétie dont vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur principal. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Restez avec moi, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se contenter de mettre un pansement sur la plaie. On va disséquer ce mécanisme infernal, comprendre ses racines psychologiques et professionnelles. Et surtout, je vais vous donner 3 leviers concrets, 3 stratégies puissantes pour désamorcer cette bombe à retardement, reprendre le volant et enfin, briser cette chaîne de l'échec à répétition. Section 1, levier numéro 1, le diagnostic, mettre le doigt sur l'interaction explosive. Pour briser une chaîne, il faut d'abord voir les maillons qui la composent. Le tout premier, le plus crucial, c'est de comprendre ce qui se trame réellement en vous. L'échec n'est pas juste un accident de parcours. C'est une expérience qui est filtrée, interprétée et surtout amplifiée par votre monde intérieur. Et c'est précisément là que le piège se referme. D'un côté, il y a la pression du boulot. Les deadlines, les objectifs, les attentes du boss, la comparaison avec les collègues qui ont l'air de tout réussir. Dans notre société, l'échec est souvent vu comme une tare, une anomalie. Cette pression externe n'est pas anodine. Elle agit comme un projecteur braqué sur vous, attendant la moindre erreur. De l'autre côté, il y a vos bagages personnels, une estime de soi en berne, la peur du jugement, le fameux syndrome de l'imposteur, ou même des blessures d'enfance qui n'ont jamais vraiment cicatrisé. Certains psychologues parlent de névrose d'échec, un mécanisme inconscient d'autosabotage qui nous pousse à rechercher l'échec pour ne pas avoir à affronter le non-succès et ses responsabilités. L'échec devient alors, paradoxalement, une zone de confort, très inconfortable. Quand les deux se rencontrent, ça fait des étincelles. La pression professionnelle ne fait pas que vous stresser. Elle réactive vos croyances les plus limitantes. Si au fond de vous, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas assez bon ou pas assez compétent, chaque défi au travail ne sera pas une opportunité, mais un tribunal où vous êtes terrifié d'être jugé coupable. C'est là que le travail de la psychologue Carol Dweck sur les mentalités devient éclairant. D'un côté, il y a le fixed mindset, l'état d'esprit fixe. Les gens qui ont cette mentalité pensent que l'intelligence et le talent sont innés. On les a ou on ne les a pas. Pour eux, faire des efforts est presque un aveu de faiblesse. Face à un échec, la conclusion est personnelle et brutale. J'ai échoué, donc je suis un échec. L'échec n'est pas une information, c'est un verdict sur leur valeur. De l'autre, il y a le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. Ceux qui le cultivent croient que leurs compétences peuvent se développer avec du travail, de la stratégie et de la persévérance. Pour eux, l'échec n'est pas une preuve d'incompétence, c'est une étape normale de l'apprentissage. C'est un feedback, une chance de s'améliorer. Le cercle vicieux de l'échec permanent prend presque toujours racine dans un état d'esprit fixe. La pression déclenche la peur valide la croyance « je ne suis pas capable ». Et pour éviter la douleur de l'échec, on s'auto-sabote inconsciemment. On procrastine, on se prépare mal, on vise des objectifs irréalisables. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. À force de prendre des coups, on finit par croire que, quoi qu'on fasse, le résultat sera le même. On accepte l'échec comme son destin. Le diagnostic est donc simple. Le problème n'est pas que vous échouez. Le problème est que vous croyez être un échec. Et cette croyance est nourrie par un dialogue toxique entre le monde extérieur et votre état d'esprit. La première étape pour en sortir, c'est d'en prendre conscience. De vous observer et de vous demander « Quand je me plante, qu'est-ce que je me dis sur moi? Est-ce que je juge mon action ou est-ce que je me juge, moi ?» Section 2, levier numéro 2, la pratique, l'action décomplexée pour retrouver l'élan. Le diagnostic est posé. Maintenant, on passe à l'action. Comprendre, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour sortir de l'ornière. Le cercle vicieux de l'échec a une inertie monstrueuse. La peur paralyse et l'inaction renforce ce sentiment d'être impuissant. Pour casser ça, il faut réinjecter du mouvement.
Mais pas n'importe comment. Il faut ce que j'appelle l'action décomplexée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met de côté, temporairement, les grands objectifs qui nous terrifient. Quand la confiance est au sous-sol, viser la lune est le meilleur moyen de se décourager avant même d'avoir décollé. Le but ici n'est pas la performance, mais de reconstruire l'élan et le sentiment d'être capable. La stratégie? Accumuler intentionnellement des petites victoires. Une série d'échecs nous plombe le moral, mais une série de petites réussites, même minuscules, a le pouvoir de réamorcer la pompe de la confiance. Concrètement, comment on fait? Premièrement, trouver des actions à très faible enjeu, mais à quasi 100% de chances de succès. Le but est de vous prouver à vous-même que vous êtes encore capable de faire des choses. Si ce gros dossier vous paralyse, ne vous dites pas « Aujourd'hui, j'en fais la moitié ». Dites-vous « Aujourd'hui, j'ouvre juste le document, je lis la première page et j'écris 3 phrases de résumé ». C'est tout. L'objectif est si petit qu'il en devient presque ridicule de ne pas le faire. Mais une fois que c'est fait, c'est une victoire. Célébrez-la. Vous avez fait ce que vous aviez dit. Demain, l'objectif sera peut-être d'écrire un paragraphe entier. Puis 2. Ce processus graduel permet de contourner l'anxiété qui paralyse. On transforme la montagne en une série de petits cailloux qu'on déplace un par un. Deuxièmement, appliquez ça en dehors du travail. Si le sentiment d'échec professionnel contamine toute votre vie, allez chercher des victoires ailleurs. Apprenez une recette de cuisine simple. Rangez un tiroir de votre bureau. Allez marcher 15 minutes. Le cerveau n'est pas si malin. Une victoire reste une victoire. Ça libère de la dopamine. Ça renforce les circuits de la récompense et ça commence à faire contrepoids à cette sale habitude de ne voir que ce qui ne va pas. Troisièmement, tenez un journal de victoire. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez réussies dans la journée. Peu importe la taille. J'ai réussi à appeler ce client pénible. J'ai réussi à ne pas sauter le repas du midi. J'ai réussi à répondre à 5 emails en attente. Au début, ça peut paraître un peu forcé, surtout si vous avez l'habitude de vous flageller. Mais avec le temps, cet exercice va rééduquer votre cerveau. Il va l'obliger à chercher le positif et à reconnaître que vos journées ne sont pas qu'un champ de ruines. L'action décomplexée, ce n'est pas une fuite. C'est une stratégie de reconquête. C'est admettre qu'on est blessé et qu'on a besoin de rééducation. On ne demande pas à quelqu'un qui a une jambe cassée de courir un marathon. On lui demande de faire un pas, puis un autre. Chaque petit pas est une façon de dire non à la paralysie. Chaque petite victoire est une fissure dans le mur de l'impuissance. Et c'est en accumulant ces fissures que vous finirez par faire tomber la prison que vous avez construite autour de vous. Section 3. Levier numéro 3. La perspective. Changez le scénario pour transformer l'échec. Ce 3e levier est peut-être le plus puissant. Il concerne l'histoire que vous vous racontez. Parce qu'après un échec, ce n'est pas l'événement qui nous détruit, c'est le récit qu'on plaque dessus. Ce levier consiste à devenir le scénariste de votre propre histoire grâce à une technique redoutable, le recadrage narratif. Recadrer, c'est changer le cadre à travers lequel vous regardez une situation pour en changer le sens. Un échec n'est pas mauvais en soi. Il est ce que vous décidez qu'il est. Pour l'instant, votre cadre par défaut, c'est probablement la preuve de mon incompétence. Chaque échec est un nouveau chapitre du livre « Pourquoi je suis nul ». Le recadrage, c'est jeter ce bouquin à la poubelle et en commencer un autre, intitulé « Mon parcours d'apprentissage ». Comment on fait, concrètement? Prenez votre dernier gros échec, celui qui pique encore. Sur une feuille, dans une première colonne, écrivez l'histoire de cet échec telle que vous vous la racontez d'habitude. Sans filtre. Utilisez les mots de votre critique intérieure « J'ai tout foiré. C'est la preuve que je ne suis pas fait pour ça. J'ai déçu tout le monde. C'était la honte. » C'est l'histoire de la victime. Maintenant, dans une deuxième colonne, on réécrit l'histoire. Mais cette fois, avec un autre regard.
celui de l'explorateur, du scientifique, de l'apprenti. Le but n'est pas de nier ce qui s'est passé, mais de le transformer en information. Posez-vous des questions objectives, comme un consultant externe. Qu'est-ce que cet événement m'a appris sur mes compétences actuelles? Lesquelles dois-je améliorer? Qu'est-ce que j'ai appris sur ma stratégie? Qu'est-ce qui a un peu fonctionné et qu'est-ce qui a complètement foiré? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'environnement, les attentes des autres, les ressources dont j'avais besoin? Quelle qualité ai-je quand même démontrée, juste en essayant? Le courage? L'audace? L'ambition? Vous voyez la différence? Dans le premier récit, l'échec est une fin, un point final qui vous définit. Dans le second, l'échec est une étape, une simple virgule dans une phrase beaucoup plus longue. L'échec devient un professeur, un peu sévère, certes, mais un professeur quand même. Cette technique vous fait passer d'une posture passive, où vous subissez, à une posture active, où vous utilisez ce qui arrive. Pensez à Thomas Edison, qui disait après des milliers de tentatives pour l'ampoule, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » C'est l'exemple parfait du recadrage. Il n'a pas écrit l'histoire de ses échecs, il a écrit l'histoire de sa persévérance. Faites pareil. Chaque projet raté n'est pas une tâche sur votre CV. C'est une étude de cas pour votre prochain succès. Chaque conversation difficile n'est pas la preuve de votre nullité sociale, c'est un entraînement pour la suivante. Ce changement de perspective, c'est le passage ultime du « fixed mindset » au « grosse mindset ». Vous arrêtez de vouloir prouver votre valeur pour commencer à améliorer. L'échec cesse d'être une menace pour votre identité, car votre identité n'est plus quelqu'un qui réussit, mais quelqu'un qui apprend. Et par définition, quelqu'un qui apprend a le droit, et même le devoir, d'échouer. L'échec devient la preuve que vous avez osé, que vous êtes sur le terrain en train de jouer, pas dans les gradins en train de critiquer. Alors, on récapitule, briser le cercle vicieux de l'échec, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Premièrement, le diagnostic, on arrête de se tromper d'ennemi. Le problème, c'est la rencontre explosive entre la pression extérieure et un autre état d'esprit fixe qui nous fait croire que nos échecs nous définissent. Deuxièmement, la pratique, on se remet en mouvement avec l'action décomplexée. On collectionne les mini-victoires pour reconstruire son élan et court-circuiter le sentiment d'impuissance. Troisièmement, astérisque astérisque, la perspective astérisque astérisque, on change de film. On arrête de se raconter l'histoire de la victime et on utilise le recadrage narratif pour transformer chaque échec en leçon. L'échec n'est pas votre identité, c'est un événement. Ce n'est pas une destination, c'est une information sur l'itinéraire. Vous avez à chaque instant le pouvoir de décider de la suite de l'histoire. Vous n'êtes pas défini par le nombre de fois où vous tombez, mais par le nombre de fois où vous choisissez de vous relever, armé d'une nouvelle leçon. Maintenant, la balle est dans votre camp. Si cette approche vous parle, partagez dans les commentaires le tout premier petit pas, la première action décomplexée que vous allez faire dès aujourd'hui pour commencer à briser votre propre chaîne. Votre geste pourrait en inspirer d'autres. Et pour ne rien manquer des prochaines stratégies pour reprendre le contrôle de votre vie pro et perso, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de rester connecté et de continuer à avancer, ensemble.